Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission des légendes. Vous savez c'est quoi les légendes? Je pense que vous commencez à comprendre. Dans le fond, c'est des personnes qui ont fait et qui font une différence dans notre communauté, dans notre province, dans notre ville, et même des fois en dehors du pays et tout. Et aujourd'hui, j'ai une autre légende, puis je le dis tout le temps à chaque émission. Si vous ne le connaissez pas, ajustez votre Internet, faites quelque chose, laissez tomber les Internets à bon prix parce que là, vous êtes déconnectés. Là. Alors, prenez les médias sociaux, je ne sais pas. Puis, donc, je vais le laisser se présenter. Donc, Dice, come. Voilà. C'est Dice B. Je dis Dice B Caberglers toujours parce que c'est moi. MC Renaissance Man, je sais pas comment on dit ça en français. Hein. L'homme de la Renaissance, ça sonne tellement pas la même chose. Quoi d'autre? Militant, intervenant et père de famille. Parfait. Pas dans cet ordre-là, mais oui. Permets-moi de le faire parce que je voulais le faire devant toi puis j'ai oublié. Yes, je vais le faire aussi. Yes, sir. Donc, écoute, en plus de tout ce que tu as dit, militant et tout, je pense que si on y va culturellement, hip-hop, parlant et tout, je pense que quand tu vois Dice, tu sais, tu sens la culture. Okay? J'espère, en tout cas. Ouais, tu sens la culture, tu sens le hip-hop, tu sens tout ce qui vient avec ce bagage-là. Puis moi, dans mon introduction, je voulais te laisser te présenter, puis moi, je vais te dire quelque chose. Moi, je te connais depuis tout jeune. Je pense que j'avais même pas les doubles digits dans mon âge. Crazy thing. Ah ben oui, en effet. Ouais, on parle de... Sans donner d'âge et rien, on parle de fait 80, 90. Moi, j'ai pas de problème de donner l'âge. Moi, j'ai pas de problème de donner mon âge. Ouais. Pourquoi j'ai pas de problème de... Je vais te laisser continuer. Vas-y. Pourquoi j'ai pas de problème de donner mon âge? Parce que je pense que c'est important que les gens puissent voir la progression, puissent voir la maturité, puissent voir de quoi tu peux avoir de l'air plus vieux dans la culture. Tu comprends? Parce qu'on voit des grands mondes partout, il n'y a pas de problème. Mais les grands mondes dans le rap, on en voit moins. On commence à en voir maintenant, grâce à Dieu. Mais on en voit moins, excusez. Et moi, je donne toujours la même anecdote, puis je vais te donner cette anecdote-là, toi aussi. Quand j'étais jeune, j'étais aux États-Unis. Tu sais, on allait à New York parce qu'il n'y avait rien ici pour nous. Hein? Il n'y avait rien pour nous représenter comme il faut. J'allais à New York régulièrement. Puis à un moment donné, je me suis retrouvé à Brooklyn. Puis, parce qu'on est toujours à Brooklyn. Je me suis retrouvé à Brooklyn. Puis j'ai vu un papy, mais un bon genre papy, là, comme le bonhomme. À mes yeux, il devait avoir 70 ans. Peut-être qu'il y avait un peu moins, mais à mes yeux, c'est ce qu'il y avait. Puis il y avait une canne, son Kango. Puis le bonhomme marchait avec un certain style. J'étais comme, yo, ça va être moi. Je suis pas encore rendu là, mais ça va être moi. Puis j'ai vécu toute ma vie comme ça, en disant, il n'y a pas de raison que j'ai pas le style ou le swag, si j'utilise ce terme, qui vient avec. Que je perde ma culture, il n'y a pas de raison. Mais c'est un très bon point que tu amènes parce que justement, ça m'amène à ce que j'allais dire, dans le sens que moi, un de mes bons amis, c'est Sunshine. On a grandi ensemble. C'est justement par lui que je t'ai connu, ce shout-out Sunshine. Et Sunshine habitait avec sa grand-mère juste à côté de chez nous. Puis toi, des fois, tu venais de temps en temps. Régulièrement à la maison. Parce que je prenais le rôle du papa. Exactement. T'habitais où? À ce moment-là, je voyageais beaucoup. J'habitais au centre-ville. J'étais à Peel. T'étais déjà dans... J'étais déjà dans la sauce. J'étais déjà dans la sauce, sérieux. Puis à chaque fois qu'on venait, on se voyait arriver, t'étais déjà dans le mindset hip-hop, dans la musique, ça se voyait et tout. Et d'où ma première question. Tu m'as parlé de New York, tu m'as parlé de grand-père avec la canne. Est-ce que c'est là que t'as fait la connaissance avec cette culture-là? Parce que là, on parle de 80-90, le hip-hop n'était pas encore... non. Le rap, je pense même pas que ça s'appelait-tu hip-hop? Oui, ça s'appelait hip-hop. Oui, parce que ça a commencé à s'appeler hip-hop dès les années 70. OK, dès le début, OK. Oui. Ça s'appelait hip-hop dès les années 70, mais moi, je suis tombé dedans à la Obélix. Je suis tombé dedans à cause des voyages aux États-Unis, en effet. Comme je dis, à la recherche de culture, à la recherche de quelque chose qui me ressemblait. Parce qu'on est au Québec et dans ce temps-là, c'est plus chaud que jamais. Pour nous, là, de voir... tu sais, quand t'as juste Norman Brathwaite, puis t'as... tu sais, comment... quand t'as juste ça... C'est bien gentil, mais c'est pas nous. C'est ça. Oui, exact. Ils ont fait de leur temps pour leur gens. Ouais, on va dire ça de même. Mais nous,
sais. Donc, en allant à New York, en tombant dans des Eric B. Rakim, tu te rappelles comment clair et net c'était. La différence était évidente. Tes rockers étaient comme ça, tes rappers étaient comme ça, tes whatever, tes country étaient comme ça. Ouais. Il n'y avait pas de fusion, là. Non. Pas de fusion image, en tout cas. Il y avait Run DMC qui ont pu faire un peu de mélange à un moment donné, puis il y avait un peu de rock dans notre truc, même Beastie Boys, mais il n'y avait pas de confusion. Toi, tu as l'air d'un rapper, toi, tu as l'air d'un rocker, toi, tu as l'air de... Tu comprends? Ouais. Fait donc, en cherchant un look qui nous appartient, puis moi, j'étais déjà très... moi, j'oublierai jamais. Moi, j'allais à Rivière-des-Prairies, avant Jean Gros, bien avant Jean Gros. L'école s'appelait Polyvalente Rivière-des-Prairies. C'est dans le fond, là. Il y avait encore que du bois, là. Il y avait que de la jungle. OK. Puis c'est comme... Moi, j'ai toujours dit que ça ressemblait à une boîte à savon. C'est comme une manufacture qui ont transformé une école, ou vice-versa. Je sais pas. Puis... Quand j'allais là, tout ce qu'il y avait, c'était des rockers. Moi, j'étais du genre, déjà, je portais des pantalons de cuir. Mon père, je prenais les vêtements de mon père. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est justement ça. Non, continue, mais c'est ce qu'on faisait. Il va vous parler de créativité. Continue. J'étais déjà très... Parole, là. Tu vois Outkast? Ouais. André Thuil, j'étais un peu comme ça. Ouais. J'étais comme, j'avais les pantalons de cuir de mon père, la fait trop grand, j'attachais bien comme il faut. Je portais des chemises, j'avais des côtes de cuir. Je mélangeais les affaires parce que je voulais un look qui m'appartenait. Mais j'avais pas encore de l'image du rap. Je l'avais pas clairement encore. Jusqu'à ce que je me mette à aller à New York, back and forth, parce que ma mère voulait des produits. Fait que j'allais là-bas pour acheter des choses pour les cheveux. Ah non. Mon chèque, permanente, bye. C'est ce que j'allais acheter. Fait qu'elle m'envoyait quasiment tous les semaines. Tu comprends? Fait que j'étais toujours là-bas. Puis là, j'arrivais avec ma radio. Je me rappelle les boss, là. Kento, puis c'est quoi l'autre? C'est pas nous? Non, celle-là, je pense pas, mais Greyhound. OK, Greyhound. On prenait tous ces boss-là, assis dans mon petit bonhomme que je suis, assis avec ma radio, les grands-mères, les grands-mamans assis à côté de moi sur Squeeze. Toi, t'es comme ça, moi j'ai mes écouteurs, j'écoute ma musique. Là, j'attends d'arriver à New York pour pouvoir écouter la radio. C'est tout ce que je faisais. Rien d'autre, je sortais même pas. À part me promener dans le quartier, mais je sortais à peine. J'allais là pour enregistrer DJ Red Alert. C'est comment je veux dire? Y avait-tu déjà l'émission de boxe? C'était de boxe? Les vidéos? Ouais, les vidéos, non. Non, c'était pas encore là. Non, même pas. Mais tu vois, tu as dit quelque chose qui est intéressant tout à l'heure aussi. Tu sais, quand tu as parlé imagement parlant, il n'y a rien qui se ressemblait. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe là. Ça peut être interprété. Mais tu vois, le style vestimentaire à cette époque-là, c'était une créativité de notre part. Tout à fait. Tout à fait. C'est comme... Tout à fait. Oui, on était habillés pop, on allait chercher les vêtements de nos parents. Mon père portait peut-être du 40, 42, j'étais mis comme ça, puis je mettais son gros pantalon sur moi, corde du roi, c'était la grosse affaire, là, tu sais. Fait que... Mais il y avait toujours une touche de créativité dans chacun de nous autres, dans le sens que même si on était habillés, puis tu vois le style qu'on revendiquait, puis qu'on présentait, mais il y avait toujours une petite touche. Mais on était obligés, parce qu'on n'avait pas tout ce qu'ils avaient. Donc, tu voulais quelque chose qui ressemble, mais tu étais obligé, toi, de créer ton look. Parce que moi, tu sais, c'est pas tout le monde qui avait l'opportunité d'aller à New York, right? Mais moi, j'y allais, mais une fois que j'ai pris ce que j'ai pris, quand je reviens ici, faut porter la même affaire tous les deux. Non, c'est ça, c'est ça. Fait qu'il fallait que j'invente quelque chose qui va ressembler, qui va me donner l'aspect que je cherche, sans que ça soit exactement ça. Fait que c'est ça qui faisait qu'on était créatifs. Puis en plus, tu sais, les marques, c'est pas ce qu'on cherchait. Absolument. Parce que, oui, les marques existaient déjà, Nike, Adidas, tout ça, mais c'était pas... c'est pas comme si, pour partir ton kit de hip-hop aujourd'hui, tu t'achètes des Jordan. C'était pas ça. C'était comme, yo, je veux matcher de la tête aux pieds. Comment je vais le faire? Tout à fait. Quel vêtement je vais trouver? Puis... celui que tu veux se trouve pas ici. Fait que tu vas faire comment? Fait que là, tu vas créer quelque chose qui va ressembler. Puis là, si tu avais l'occasion d'aller puis de trouver celle-là, tu revenais, tu étais un king. Là, tout le monde était comme, oh, où est-ce qu'il a barré ce tracksuit? Oh, où est-ce qu'il a barré ses shoes? Tu comprends ce que je veux dire? Quand tu arrivais avec le Kango d'une certaine manière que tu pouvais pas trouver à Montréal, tu étais le king. Fait que tout le monde se battait pour faire exactement ça. Tu vois? Mais sinon, tu créais quelque chose, tu étais obligé. Puis c'est là qu'on était super créatifs. Super créatif. C'est ça, comme quand je te disais, on te voyait arriver, puis on était comme, wow, ce gars-là, c'est la définition du hip-hop. Puis on te parlait, puis on dirait que tu étais un Américain qui était à Montréal, ton swag, puis la manière que ça nous a inspiré. Là, nous autres, on était comme, oh, il faut que j'ai ce style-là. Bon, là, je sais maintenant parce que tu allais à New York plus souvent que nous autres, mais tu revenais avec des... Il y avait toujours quelque chose, puis on te regardait, OK, ces choses-là sont frais, comment il fait, puis tout ça. C'est que dans le fond, c'est
l'amour du hip-hop, t'as baigné dedans en allant à New York. Bon, en Exact. tout cas, c'est Brooklyn, puis tout ça. Exact. Puis, bon, OK, t'as baigné là-dedans, mais qu'est-ce qui t'a amené à dire, yo, tu sais quoi, dans ce type de culture-là, je pense que je peux faire ma place. Comment je vais faire pour rentrer avec ma vision? Est-ce que tu as déjà eu une certaine contrainte? Tu sais, des fois, on se met nos propres barrières. Est-ce que tu t'es dit, Ouais. OK, non, je vais à fond, je sais que ça va, ou bien comme, OK, tu sais, il va y avoir un... Écoute, contraintes, il y en avait plein. Ouais. Parce que justement, comme je le dis, c'était limité. Les ressources étaient limitées. On n'avait pas d'argent. Je veux dire, puis on n'était pas des tonnes à le faire non plus. Fait qu'il fallait trouver des gens qui étaient avec toi dans la même lignée. Puis heureusement, tu sais, quand tu es passionné, tu vas trouver d'autres passionnés. Ouais. Tu sais. Fait que j'ai trouvé d'autres passionnés autour de moi à Rivière qui eux aussi étaient fans de cette musique. Puis on a pu partager cette musique ensemble. Puis on est tombé en amour avec. Tu vois, je veux dire, parce que toi, même écrire du rap, c'est... oh, excuse-moi, désolé. Même écrire du rap, c'est un de mes amis qui, lui, était comme « Yo, écoute ça! Ben, c'est quoi? Oh, yo, t'écris déjà des poèmes, yo, c'est ça! Ah ouais! » Puis voilà, puis on s'est mis à écouter du rap et à écrire du rap. Basé sur ça. Tu vois, je m'appelle tellement. On avait 2 radios, man. Une radio qui joue la musique, l'autre qui enregistre. Puis là, tu joues le beat, tu stop, record, tu joues le beat, puis là, tu rap entre la radio comme ça. Oh. Bro, pas le choix. Créatif. Il fallait être Puis créatif. tu sais quoi, quand tu parles de créativité, quelques années plus tard, c'est là que tu te rends compte. Dans le temps, étant donné qu'on n'avait pas d'instru, on avait trouvé les instrus où on rappait sur du house. Bien avant que le hip house, Ouais. c'est Pump Up de James, ces affaires-là, là, bien avant ça, bro. On le faisait déjà, nous, comme je te disais, avec les radios, parce qu'on n'avait pas d'instru. Fait qu'on écrivait, on voulait rapper, on rappait sur des beats de house. Puis, quand vous vouliez vous produire des choses comme ça, c'était quoi la perception du monde qui voyait ça arriver? Parce que c'est un nouveau genre. Plus, c'est des Noirs qui arrivent avec ça. C'est des vêtements plus larges. C'est quoi qui se passe? Comme... Je te dirais que les gens étaient impressionnés parce qu'on était des jeunes, on était des petits. Je suis toujours petit. Mais les gens étaient impressionnés de voir ces jeunes-là, puis on dansait, tu sais, moi je breakais. Tu sais, la danse a toujours été le chemin pour passer. La danse, le beatbox, On n'en parle c'est pas des choses... du beatbox, Absolument. du breakdance. Absolument. Le breakdance puis la danse, le breakdance puis je veux dire, puis le beatbox était la porte d'entrée dans tout. Les gens trouvaient toujours ça bien cute. Les gens aimaient que tu danses. Oh, bravo. Tu vois, je dis, t'avais pas de problème. Fait qu'avec ça... Et le bravo est tellement efficace. Tu l'as vu, right? Oh. C'est cute. Ils sont tellement cute. Fait qu'ils nous invitaient et nous laissaient passer à cause de ça. Ouais. Fait que c'est ça qui a fait qu'on pouvait aller d'endroit en endroit. Puis après ça, nous, on est devenu un peu plus sérieux puis plus militant dans notre rap, si tu veux. Ouais. À cause, en disant, OK, ça c'est la danse, c'est bien cute. Tout le monde trouve ça bien cute, mais nous, on va rapper. Ça, c'est moins cute. Puis on va commencer à parler de sujets que... Exact. Ouais. On commence à voir, OK, puis tu as aussi à l'arrivée de rappeurs un peu plus sérieux. Je dis l'arrivée, juste qu'on accepte qu'il y a des rappeurs plus sérieux avec KRS-One puis les Public Enemy. Tu sais, quand ces gens-là ont commencé, que nous, on a commencé à les accepter un peu plus, c'est devenu quelque chose. C'est devenu quelque chose de beaucoup plus militant puis plus sérieux pour nous. Ah non, c'est quelque chose de vraiment clair. Puis toi, tu as décidé de rentrer dans la musique. Est-ce que, ça se peut que je me trompe, mais est-ce que ton premier groupe, c'était Upstate ou tu en as eu d'autres avant? Ah non, j'avais un groupe avant ça qui s'appelait Melody. Melody, c'est possible que ça te dise quelque chose parce qu'on avait performé à Opération Franc-Soleil. Parce qu'on était chanceux. Encore une fois, on était cute. Il y avait un... Mais c'est le groupe officiel, parce qu'avant ça, on a eu des groupes de la rue, là, comme je te disais avec mon gars Mike, what's up, Mike, Michel-Ange, lui, Stanley Daumont, tu vois, c'est des gens, Stanley Daumont au restaurant et tout, big shout out, Nel Armand était dans mon groupe. Nel Armand, il rappait pas, là, mais c'est le bodyguard. Il a toujours été costaud et gros. Nel Armand, t'avais un gars qui s'appelait Gary, t'avais... on était plusieurs comme ça, tu vois, dans le petit collectif. Nous, on était les rappeurs. Mike, moi et un autre de mes gars, on était les rappeurs. Mais
Donc, quand on a commencé à circuler comme ça, ben c'est là que... Attends, excuse-moi, c'est quoi la question exactement? C'est, dans le fond, c'est que ton premier groupe... Ah oui, premier tu me groupe. dis c'était... Ça, c'est le premier groupe. Ça s'appelait... les Three Fresh Peace. Les Three Fresh Peace? Ben, je vois le fresh, parce que c'était un mot qui était très à la mode à cette époque-là. Là. Ouais, on l'écrivait sur le plancher, sous le ciment, fresh partout. Three Fresh Peace, ouais, c'est ça que c'était. Le Three Fresh Peace, même si on était un crew de gars qui se promenaient et qui aimaient le rap. T'sais. Et après ça a été... Après ça a été Melody. Je te dirais que, ouais, Melody. Après ça, il y a eu Melody. Ça, c'est parce que je suis tombé sur des gars qui habitaient à Brooklyn, Saint-Léonard. Encore une fois, le besoin d'être américain. Je suis tombé sur des gars, puis eux, ils étaient... c'est cool parce que comment on avait formé notre truc, c'est qu'il y en avait un qui chantait plus, un autre qui rappait, mais plus à la L Cool J-ish, sans crier, mais plus à Need Love, là, kind of rapper. Puis moi, j'étais comme le plus énergétique, Busta Rhymes-ish. J'ai toujours été dans cette énergie-là. Fait que... Puis moi, j'écrivais pour l'autre, d'ailleurs. Fait que là, fait qu'on avait formé un groupe. Puis ce groupe-là avait tendance à être un petit peu plus Belle Biv DeVoe sur les bords. Okay. Tu comprends? À cause justement du gars qui chantait, puis les beats dansants, tu sais. On avait des jackets. On était déjà dans tout ça. On avait des jackets de couleurs. Ça, c'était quelque chose qu'on ne voit plus vraiment. Mais à l'époque, là, il fallait s'accorder. Tout le monde devait avoir le même gear, les mêmes couleurs ou le même style pour aller faire des spectacles. Tout à fait, tout à fait. Il fallait t'organiser dans quelque chose. Ça, c'est cool parce que les couleurs que je vois en arrière, c'est exactement ce qu'on avait. Moi, j'avais une jaquette rouge, l'autre avait une jaquette bleue de cette couleur-là, puis l'autre avait un vert. C'est exactement ça, bro. Puis on a réussi à avoir un gérant qui croyait, parce qu'encore une fois, c'était cute, c'était comme, oh yo, puis on avait du talent quand même. Fait que le gars était comme, oh, puis il a réussi à nous rendre à Opération Feu Soleil, puis on a performé à la télévision. C'est comme... Mais ce gérant-là est tombé de où? Comme vous l'avez approché ou c'est quelque chose que... C'est une bonne question. Je ne me rappelle pas comment c'est arrivé. Parce qu'on voit déjà une structure, puis dès le début. Là, oui, et tu sais, en plus, puis ça, c'est fou, man. Avec le gérant, à un moment donné, bon, tu sais, lui, il a passé un petit peu à autre chose tranquillement. Nous, on est restés ensemble. Puis à ce moment-là, à un moment donné, la Face Records, la Face, c'est Babyface puis L.A. Reid, ils sont venus à Montréal chercher des artistes. Nous, on était rendus seuls. Si on avait encore eu le gérant, ça aurait été autre chose. Moi, on était rendus seuls. Fait qu'on savait pas là. J'étais comme, yo, les gars. Moi, j'étais déjà un étudiant de l'affaire. J'étais un vrai passionné. Donc, je faisais déjà des recherches. J'avais tous les... Chez nous, j'ai encore des boîtes et des boîtes et des boîtes de magazines, de Source, le Ride On. Tous les magazines hip-hop, je les achetais tout le temps. Fait que j'étudiais la game. Fait que j'étais comme, yo, les gars, il y a cette opportunité-là, il faut qu'on fasse un démo rapide. Les gars, ils traînaient de la patte. Puis on a perdu l'opportunité. Puis pas longtemps après, ils ont signé Outkast. Là, je sais comme, wow, ça aurait pu être nous. Wow. Bon, je pense qu'on n'était pas aussi talentueux qu'Outkast, on est d'accord, mais ça aurait pu être nous. Je l'ai pleuré longtemps, celle-là. Ça, c'est big, ça. Yo, c'est incroyable. Parce que ils avaient entendu parler de nous some way, somehow. Puis ils nous ont dit, envoie-nous quelque chose. C'est pour ça que je capotais. Je suis comme, yo, ces gars-là, je savais pas trop c'était qui, mais juste le fait que c'était un label américain, j'avais vu déjà, puis ils étaient dans leur début quand même, la Face, c'est leur début, là. Outkast, c'était comme un de leurs premiers artistes, définitivement de rap en tout cas. Là, j'étais comme, yo, donc avant, un petit peu avant Outkast, c'est comme, yo, il y a peut-être quelque chose. Puis les gars étaient comme, ils ont traîné, on n'a pas fait le démo, et on a perdu l'opportunité. Après ça a changé à Upstate? Oui, après ça, quelques années plus tard, il y a eu Upstate. C'est pourquoi je suis venu sur Upstate. Ouais. Parce que vous aviez fait quand on parle d'entrepreneuriat et puis tout ça, vous avez eu une idée géniale de faire des stickers, puis de les mettre dans les autobus, puis tout ça. Puis même moi, qui étais proche quand même de toi, pas à cause de Sunshine, et on voyait les stickers partout, parce qu'à l'époque, bon, on prenait l'autobus, on se promenait, puis on voyait les Upstate, puis il y avait un point d'interrogation. Puis on les voyait. Ça, heard. Ouais. Puis là, c'est quoi cette affaire-là? Mais c'était littéralement partout. Dans tous les autobus où tu allais, tu voyais ce sticker-là. Tu voyais dans le métro, tu étais comme... Yo. J'étais agressif avec mes stickers. Trust me. Moi, j'étais extrêmement agressif parce que je prenais l'autobus beaucoup. Moi, je voyais beaucoup l'autobus. J'aimais prendre l'autobus très longtemps. Moi, là, OK, j'ai appris à conduire. J'avais... Dans la quarantaine, là,
Avant ça, je prenais l'autobus parce que j'écrivais dans l'autobus. Ça te donnait le temps de... Tu peux pas conduire, tu peux pas écrire. Non. Et c'est mort. Moi, j'aimais mon cahier, mes crayons. Fait que j'étais dans l'autobus, assis en arrière, puis j'écrivais des textes sur... Moi, j'écrivais à tous les jours. Là, c'est un petit peu plus compliqué depuis que tu travailles, tu as un peu moins de temps, moins d'espace dans la tête. Ouais. Puis la famille aussi, tu sais, du bruit dans la maison. Mais dans le temps, à tous les jours, j'écrivais. J'avais toujours des cahiers avec des rhymes à tous les jours. Fait que j'étais dans l'autobus toujours à écrire. Fait que j'étais pas chaud d'avoir une auto, là. Ça m'intéressait pas. Puis dans l'autobus, je voyais les gens. Tu comprends? Fait que les idées venaient comme ça en regardant cette personne-là. Pourquoi cette personne est comme ça? Pourquoi elle la pense de même? Pourquoi? Tu sais, fait que tous ces affaires-là inspiraient. Ouais. Tu comprends? Énormément. Fait que, donc, les stickers, là, je plaçais les sommes. Le coup marketing était intense. On entendait fort. Ouais. Quand ça sortit, finalement, OK, c'est ça, Upstate, c'est un album qui va sortir. Puis je pense qu'il y avait les stickers ne disaient pas toutes la même chose. Non. Il y en avait un qui disait quelque chose, l'autre disait quelque chose. C'était wow. Oui, on avait. Ben, il y avait définitivement juste le Upstate. Ouais. Juste Upstate avec des couleurs. Tu sais, c'est comme noir puis rouge, whatever. Ouais. Après ça, il y avait l'autre. Upstate, You Must Have Heard, parce que c'était le titre de l'album, 3 points. Ouais. Après ça, il y avait, je pense qu'il y en avait comme 2-3 comme ça, là. Ouais. Puis on plaçait partout. Là, ça, c'est avant Facebook, c'est avant Instagram, c'est avant toutes les affaires qui existent qui t'aident qui fait que tu peux être une superstar pendant... tu peux être reconnu plutôt que superstar, mais tu peux être reconnu assez facilement, là. Mais encore là, le côté créatif. Mais ce qui était cool, oui, tout à fait, mais ce qui était cool dans cette époque-là, c'était beaucoup de bouche à oreille. Ouais. Puis le bouche à oreille est très puissant. Tu sais, maintenant, je me rappelle quelqu'un qui disait, puis même à l'école, parce que je travaille dans une école, puis ils vont te dire que si tu veux que tes enfants dessinent quelque chose, donne-leur pas d'exemple. Explique-le et laisse-le. Parce que quand tu donnes l'exemple, ils voient déjà ce que tu veux, puis là, maintenant, ils doivent matcher ce que tu leur as montré. Et ça, c'est compliqué. Parce que là, tu tues la créativité de l'enfant. Parce que là, lui, mettons, tu lui montres tu dis, dessine un arbre, tu lui montres un arbre. OK, là, il faut que je dessine ça. Mais sinon, tu dis, dessine un arbre. Tu as vu des arbres dehors, dessine un arbre. Il va dessiner son arbre comme il le voit dans sa tête. Et là, tu as quelque chose d'intéressant. C'est gros. C'est big. Ouais. C'est big. Puis, fait que c'est ça. Nous, on essaie à ce moment-là d'être créatifs de cette manière-là. On fait, c'est tout. Just do it. C'est une belle époque. C'est incroyable. Ouais. Non, la créativité était à 100%. Puis, non, c'était wow. Puis après ça, c'est pas tout de suite après Upstate que tu as été, Cal Burgers a été formé, non? Pas tout de suite après. Tu as fait écoute, j'ai fait de quoi indépendant, du studio, parce que grâce à Upstate, parce qu'Upstate était quand même toujours indépendant, là. On n'a jamais eu de contrat de disque. C'était un label indépendant. Fait que c'était parmi les premiers labels. Tu sais, l'album qu'on a sorti était le deuxième, parmi les premiers, donc peut-être deuxième album indépendant québécois sorti, point barre. De rap, là. C'est quoi le nom de la maison de disques? C'était Blacklight Music. Blacklight Music, c'était sur Saint-Michel. Le studio était sur Saint-Michel, juste en face du restaurant Pamela Pibon, là. Légendaire Pamela Pibon. Gangster Pamela Pibon. Juste en face, le studio s'appelait Le Garage. Là, il n'existe plus maintenant, malheureusement. Je ne suis même pas sûr qu'il existe encore. Mais en tout cas, puis mon gars, Carl Pézamor, big shout out à lui, il louait l'endroit, whatever, puis il était devenu l'ingénieur là-bas. D'ailleurs, il a fait de la musique. Tu sais, je t'ai parlé de Pump Up the Jam. Il a fait de la musique pour Yad Kike, qui est la rappeuse de Pump Up the Jam. Il a fait de la musique pour elle. C'est fou. Full circle. Incroyable. Fait que lui, il a fait de la musique pour elle. À un moment donné, il s'est mis à sortir des beats pour elle. Mais lui, c'était le beatmaker, puis c'était le propriétaire du label indépendant qu'on avait à ce moment-là. Puis lui, il a grind pour sortir. Tout sortait de ses poches. Il s'est débrouillé. Puis il a sorti l'album. Puis on a sorti l'album indépendant, on l'avait au HMV, puis tout. Ouais, réussi à rentrer ça au HMV. Oui. Mais tu sais, dans ce temps-là, il prenait les licences, puis il prenait... Tu vois, je disais, comme... Attends, il faut faire une parenthèse. Pour ceux qui ne connaissent pas HMV, là, c'est un magasin de disques où on allait, puis on appréciait vraiment la musique parce qu'on pouvait le mettre dans nos mains juste pour cas où. On se dit, c'est quoi ça, HMV? Anyways. C'est vrai. Des fois, il faut faire des petits apartés. Ouais. C'est vrai, on est rendu là. Damn. Moi, j'ai travaillé au HMV, donc ça me fait de la peine, là. Ouais, non, il fallait dire ça. C'est très pénible. Mais c'est ça, il a rentré là-bas parce que, bon, pour ceux qui savent, mais tu es rentré
un produit chez HMV, c'est quand même... Ben, c'est compliqué parce que les étagères, il y a les limites d'espace dans les étagères. Ouais. Fait que donc, quand tu compétitionnes avec les vrais, les Sony, les Warner, les vraies grosses compagnies de disques, ou même ceux du Québec, qui veulent mettre leur Éric Lapointe puis leur rock voisine, tu arrives avec ton petit rap, là, c'est comme... Puis, tu sais, eux ont le budget pour avoir des milliers, sinon millions de CD là, chacun des magasins, parce que HMV, c'est une chaîne. Donc, chacun des magasins, toi, tu arrives avec ta dizaine, vingtaine. Ils sont moins intéressés là, à te... Tu sais, le overhead, comme on dit, tu sais. Ouais. Le profit qu'ils peuvent faire avec ton produit. Puis toi, t'as pas les gros vidéos, t'as pas la grosse machine publicitaire. Les enveloppes qui rentrent, puis tout ça. Ouais, non, je Tu comprends? C'est comme, bon, pourquoi on va prendre ton truc, là, tu sais. Puis ensuite, t'es pas le seul. Nous, on était indépendants rap, il n'y en avait pas énormément, mais t'as les indépendants rock, indépendants heavy metal. T'as tous ces gens-là là, qui veulent prendre de la place sur les étagères, tu sais. Y avait-tu déjà des subventions? Ben, il y avait des subventions, j'imagine? Oui, mais absolument pas pour le rap. Absolument pas pour le rap, absolument pas. Ben écoute, oublie pas que le rap était très mal vu, hein? C'est bien cute. C'est plus cute, là. Ah, tu comprends? C'est bien cute, là, mais là... Là, il dit des choses qui me dérangent, je me sens mal. Arrête le niaisage, là. C'est fini, là, les jokes. Ouais, ils sont pas gentils, finalement. Tu comprends? Et on entend des Public Enemy, là, non, arrête-moi ça, là, des PI, là, des KRS-One qui nous dit, tu sais, que Jésus était noir, là. Non, ça marche pas. C'est pas vrai. Ferme la télé, ferme la télé. Puis après, là, je sais que tu as formé le groupe avec Cabugleuse. Ben, tu as formé Cabugleuse. Oui. Cabugleuse, c'est venu un peu après, parce que, justement... moi, j'ai toujours gardé mon frère très proche. Sunshine, qu'on a parlé tout à l'heure, j'ai toujours gardé très proche, puis j'ai toujours utilisé la musique pour le garder en dehors de la rue. Fait que c'est pour ça que je venais souvent dans le quartier, parce qu'à chaque fois que je venais, il fallait qu'on rappe. Je venais le battle, mon petit frère. À chaque fois que je venais dans le quartier, c'était pour ça. Okay. On se voyait, on parle, OK, freestyle. Yo, on marche dans la rue, freestyle, live. Parce que je voulais aiguiser sa plume. Je voulais qu'il soit fort. Ce qui était vraiment devenu plus fort que moi. Mais, parce que, tu sais, la jeunesse, c'est comment c'est des éponges. Fait que lui, tu sais, il maîtrisait. Tu sais, moi, j'avais un anglais francisé un petit peu, un anglais haïtiano. J'avais un meilleur anglais que Wyclef, mais j'avais quand même ce genre d'anglais-là, tu vois. Parce que lui, parfaitement bilingue, il sonnait parfaitement américain. Parce que justement... À force de le faire travailler, puis tout ça. Et d'écouter la télévision, puis c'est de grandir autrement, tu comprends? Moi, j'allais chercher l'information. Lui, il l'avait avec moi. Moi, je venais avec la musique, j'étais toujours sur son case, tu comprends, je disais. Fait qu'il a grandi autrement. Puis ça, j'étais très fier de ça, en vérité. Fait que j'ai jamais été... Tu sais, il y a des familles qui ont... Tu vois, je disais que jaloux. Moi, j'ai jamais ce problème-là. Au contraire, j'étais très fier du fait que mon frère était plus fort que nous. Tu vois, je disais comme, yes, let's go. Parce que moi, je trouvais que j'espérais que ça allait le garder en dehors de la rue. Tu sais comment c'est, on est à Rivière, ça a toujours été chaud. Fait que, donc, quand je venais, moi, c'était ça le but, là. On rap. On rap. Fait qu'on pratiquait beaucoup comme ça. Fait que moi, ça m'aidait aussi. J'aiguisais ma plume, moi, tu sais, steel, sharpen steel, comme on dit, tu vois. Fait que lui est devenu très fort. Moi, ça m'a aidé à développer mon style parce que c'est du freestyle, ce qu'on faisait. On ne s'assoyait pas pour écrire, c'est du freestyle. Le vrai freestyle, c'est top of the head. Là, c'est pas déjà écrit. Là. Absolument pas. Et puis ça me permettait aussi de descendre à Rivière, ça me permettait aussi de voir mon frère, de voir la grand-mère, exactement. C'est comme une excuse. Ben, oui, une excuse, on va dire une excuse pour faire tout ça. Puis donc, comme je te disais, j'ai gardé mon frère très proche. Donc, puis à un moment donné, il y a quelque chose qu'on ne parle pas souvent. Puis je suis tellement heureux. En ce moment, il y a comme un retour de gens qui veulent l'histoire du rap. Tu sais, toi, tu étais là. Fait que c'est pas que tu veux l'histoire du rap, on veut parler. Pas pareil. Mais il y a des gens maintenant qui sont comme, oh, il faut le documenter. Malheureusement, nous, on ne l'a pas documenté dans le temps. Fait que quand ils viennent me contacter pour ça, je suis toujours ouvert. Toujours dans payer, pas payer, I don't care, parce que c'est important que c'est nous qui explique notre histoire. Parce que tu sais ce que c'est. Sinon, quelqu'un d'autre va l'écrire à notre place, puis ça va être autre chose complètement. Donc, là, il y a des gens qui me contactent souvent pour me parler de mon influence sur le rap à Québec, à la ville de Québec. Ça, c'est important parce que
avant que je réussisse à faire, qu'on crée Cab Burglars, après Upstate, il y a un jeune Africain, du nom de Suleiman, qui m'a contacté. Je me souviens plus comment ça s'est fait. Il m'a contacté pour me demander de venir l'aider à bâtir quelque chose à Québec. Il dit, oh, j'ai besoin de quelqu'un qui s'y connaît en enregistrement, qui s'y connaît en studio, parce qu'on veut, on veut faire un album. Mhm. Bon, tu sais comment on est des hustlers. Let's go. Je suis comme, yeah, let's go. Québec, bro, j'avais jamais été. On est allé en tournée, faire 2-3 shows, mais tu sais, c'est pas aller à Québec vraiment. Fait que j'ai comme jamais été. Puis là, il voulait me garder là comme quelques jours pour enregistrer. Puis là, j'allais en studio, j'allais faire tu sais, j'allais faire mon... Ah ouais, c'est pas bon ça. Tu comprends? J'allais faire mon boss des bécosses. Fait que j'étais très content. Puis, même si j'allais apprendre avec eux en même temps. Parce que oui, j'étais au studio beaucoup avec Upstate. Ouais. Moi, j'étais du genre, tu sais, OK, on va enregistrer, même si je passe la chanson, je suis là. Tu vas enregistrer quoi? Je suis là. Tu vas enregistrer quelque chose avec mon gars Blacklight, là, avec Carl. Tu vas mixer, je veux être là. Fait que j'étais beaucoup là parce que je voulais apprendre. Comme je dis, j'étais passionné, man. Ouais. Je voulais, tous les niveaux, je voulais savoir. Fait que j'étais beaucoup au studio. Fait que quand les gars m'ont dit ça, j'ai dit, OK, ce que j'ai appris, je vais pouvoir le vendre à ces gens-là. Je vais pouvoir faire comme si je m'y connaissais vraiment. Fait que j'étais très content. Fait que je débarque là-bas. Yo, c'est supposé être quelques jours. Je suis resté comme presque 2 semaines. Les gars m'ont kidnappé, basically, là, à dormir sur le divan. Et là, c'est là que j'ai rencontré les deux faces. J'ai rencontré deux faces de Gémeaux. Ouais, des faces de Gémeaux. 8-3. J'ai rencontré justement l'autre qui était dans le groupe. J'oublie son nom. Ça, c'est... Ouais, ça, c'est légal Limoilou? Oh, okay. Ouais, ben, on se promenait, tu sais, parce que lui, il me faisait dormir à droite et à gauche. Ouais. J'ai dormi chez eux pendant un bout. Mais tu sais, c'est des kids, là. Il faut la permission des parents, là. Je veux dire, moi, étant donné que... Mais lui, il travaillait avec eux autres? Non, à ce moment-là, ça n'existait pas. OK. C'est ça, je te dis. Il n'y avait rien. C'est le premier groupe de rap. Le premier groupe de rap officiel, j'étais dedans. J'étais dans le premier groupe de rap dans la ville de Québec. Québec est bâti sur mes épaules. C'est fou. C'est bon, ça. C'est incroyable. Puis, tu sais, moi, je ne savais pas. Tu sais pas. Toi, tu fais quelque chose, mais tu sais pas la portée de ce que ça va. Non, absolument pas. Tu m'appelles, tu as besoin d'aide. Yo, je suis trop content d'y aller. Moi, je vais apprendre quelque chose. Moi, je suis toujours ouvert à ça. Tu comprends? Je vais apprendre quelque chose. Je vais te montrer quelque chose, mais de toi, je vais apprendre quelque chose. Fait qu'il n'y a pas de problème. Fait que moi, j'étais trop down d'y aller, là. Fait que j'arrive là-bas, j'étais le seul. On était 2-3 à rapper en anglais. Le reste commençait à rapper en français. Which was another. Ça aussi, c'est incroyable. Il n'y a pas tant de monde que ça qui rappe en français. Je pense qu'il y avait un seul seulement de là-bas qui rappe en français. Là, nous, on arrive. Moi, j'arrive là. Bon, OK, on va en studio. OK, tel bouton. Il y avait un beatmaker. Il était incroyable. Il s'appelait Geronimo, je pense. Péchard à lui, c'est un Esquimau en plus. Justement, tu avais un Esquimau, tu avais un Latino, tu avais un Africain, pas sûr d'où d'Afrique, désolé. Je pense que tu avais un seul Québécois. Est-ce qu'on avait même un Québécois? Oui, tu avais un Québécois anglophone. That's it. Puis là, tu avais moi comme haïtien. Ça, c'était le groupe. Incroyable. Même ça, on n'était pas conscient de l'impact de juste ça. Tellement qu'il y avait un mélange dans ce groupe incroyable. Puis l'Inuit, là, lui, il faisait les beats. Oh, il était dope. J'en revenais pas. Il était vraiment dope, le kid. Fait en studio, pèse le bouton, pèse ci, pèse ça. Là, je suis là à faire mon German Dupree. Tu comprends? Comme yeah. On rentre en studio, moi, of course, je voulais être sur les tracks. Là. Un, le gars était bon, puis deux, je voulais rapper. Je ne vais pas venir ici juste peser des boutons. J'ai rappé là-dessus. On s'est retrouvés à faire 1 ou 2 shows, mais surtout un show qui a comme marqué Québec. I don't know. Puis pendant tout ce temps-là, parce que là, je t'écoute, tu étais déjà à la radio, non? Non, à ce moment... Est-ce que j'étais à la radio à ce moment-là? Je suis pas sûr, parce que la radio, j'ai commencé ça en 81. Non, oui. Non, Carbolus n'était pas encore créé. Non, mais c'est ça, je veux dire, quand Carbolus était créé, tu étais à la radio. Oui. En fait, oui, j'étais à la radio parce que j'étais à la radio après la sortie de l'album You Must Have Heard. Donc quel âge? 80... C'est ça, 90, 91. Ouais. J'ai commencé à la radio en 91. Fait que j'étais à la radio. J'étais à la radio pendant cette période-là. Mais eux, je suis pas sûr jusqu'à quel point ils savaient. Là. C'est que là, tu étais dans la carrière de rap, tu as fait
Upstate, puis là, t'étais avec Cabegleuse. Qu'est-ce qui t'a amené à la radio? Qu'est-ce qui a... La radio... Tu ouvert pour la radio? Écoute, la radio, parce que j'étais au club Safari, OK? J'étais au Safari... Encore une autre affaire que, bon... Ouais, sur coin de Peel et quoi encore? Maisonneuve? Maisonneuve. J'étais au Safari pendant plusieurs années. Là. Safari, c'était... Oui, j'animais. Safari, c'était comme ma side hustle. C'est mon hustle sur le côté. J'avais un cob parce que j'avais un cob régulier. Fait que j'étais là tous les dimanches parce qu'on me payait pour être là. Tu comprends? Ça me permettait d'écouter la musique, ça me permettait de sortir de chez nous. Rencontrer du monde. Beautiful. Yeah. Beautiful. La vie, mon cher. Yo, qu'est-ce que tu veux de plus? D'être dans un club gratuitement. Et on entend ta voix. C'est toi qui bosse. T'es une star. Tu sais, t'es un MC. Qu'est-ce que tu veux comme MC? D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait de la radio. Qu'est-ce que tu veux comme MC? C'est qu'on entende ta voix, mais. Ouais. Fait que là, j'anime. Tout le monde... Je dis, levez les mains, tout le monde. Bro, c'est la vie. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je te dis, bouge à droite, tu bouges à droite, je te dis, bouge à... Yo, c'est ça que tu veux. Fait que moi, j'étais... Tu sais, même si ça ne payait pas énormément, déjà, ça me donne un cop quand même. Et ensuite, j'étais dans un club régulièrement. J'écoute la musique. Je rencontre les DJ. Je rencontre des femmes. je me fais des amis partout. Puis après ça, tu sais, de ça, t'emmènes à toutes les soirées, il n'y a pas de problème. Tu rentres sans payer. Bon, j'étais bien, là. Tu comprends? Fait qu'à cause, j'étais au Safari. À un moment donné, je suis au Safari. Il y a JP, Jean-Pierre, qui, lui, avait déjà l'émission. C'est un étudiant africain qui était à Radio Centre-Ville déjà. Lui, Jean-Pierre et Alex, ils avaient créé Nuit Blanche. C'était une émission, de ce que je me souviens bien, c'est une émission culturelle. Okay. C'est plus de blabla pour les étudiants que d'autres choses, les étudiants africains. Mais les gars, à un moment donné, se sont rendus compte que la cote d'écoute tombait quand les gars avaient de l'école. Quand les gars étaient trop focus sur leurs études, il n'y a rien qui se passait, tu comprends? Ouais. Qui fait que là, ils ont commencé à dire, yo, on va jouer de la musique un peu plus, parce que faire des débats, là, ça ne marche pas, là. Dans la même année, je pense, ils ont commencé à faire ça. À un moment donné, je suis au club, Jean-Pierre est là, on est au bar. Moi, je ne bois pas, fait que je bois de l'eau, whatever. Lui est au bar, puis on se met à parler, puis on parle de rap. Parce que, il voit que c'est moi qui anime, puis il voit que j'ai l'air, que je suis vraiment un passionné de mon truc. On commence à parler de rap, là, il voit que je suis passionné. Je suis comme, yeah. Il dit, tu devrais venir à la radio. Yeah, of course. Je suis venu à la radio, j'aime dire, je suis venu à la radio, je suis jamais parti. Je suis rentré, puis... Je suis rentré là, puis tu sais que j'habitais à Peel. J'habitais au centre-ville, puis la radio est toujours sur Saint-Laurent, Fairmont, donc c'est dans l'Est. Je n'avais pas d'auto, là. Fait qu'on prenait ça a toujours été à minuit. Ça a toujours été à 11h30. Fait que je ride. Des fois, on marchait, mais je marchais de Radio Centre-Ville, qui est, comme je te dis, Saint-Laurent, Fairmont, jusqu'à Peel. Let's go. Parce qu'on était encore sur l'adrénaline. Des fois, j'étais accompagné, des fois, je marchais tout seul. Ouais. Encore sur l'adrénaline. Fait que c'est comme ça que je me suis retrouvé à Nuit Blanche. Là, l'équipe, c'était, je me rappelle de JP, mais à un moment donné, il y a eu d'autres personnes. Ben, au départ, c'était Jean-Pierre, Alex. Toi. Alex était comme le technicien, si tu veux. Jean-Pierre était plus animation, mais les deux se parlaient. Mais Alex, c'est pour ça que tu connais peut-être un peu moins Alex, mais c'est un bon bonhomme, là. Après ça, moi, je suis rentré. Après ça, Kitty est rentré. Après ça, Katia est rentrée. Puis à un moment donné, quand les gars ont commencé à... C'est un peu plus chaud pour eux parce qu'ils devaient repartir, leur visa, là. Okay. Une fois qu'ils ont fini un peu l'école, whatever, on a fait rentrer True Blue, qui était le DJ. Fait que voilà. Puis True Blue, je le connaissais à cause des clubs. Là, c'est mon gars du Safari, justement. Lui et moi, on était ensemble. Fait comme ça qu'il est rentré. Puis c'est comme ça que la nouvelle version de Nuit Blanche, qui a duré plusieurs années, est née. Ben, c'était la voix... C'était la voix du hip-hop dans l'ébullition de... Quand tout... je sais qu'il y en a qui pensent que le hip-hop a commencé en... C'est quoi la ils ont dit 2015, je pense? Un jeune qui a dit ça, bro. En tout cas, that was very funny. Mais il s'est fait check aussi. Là. Plein de monde l'a check. Là. Mais c'était vraiment... c'était vraiment le moment clé, là, comme... Tu voulais sortir quelque chose, Nuit Blanche était un incontournable, un album, un single, ben écoute, show. La naissance du rap français au Québec, c'est là. Parce que nous, on a commencé, à cause de Jean-Pierre Alex, on a découvert MC Solar.
Puis MC Solar a tout changé pour nous au Québec. Là. Oui, 100%. À partir de là, on est comme, yo, attends une minute, on peut rapper en français. On peut rapper en français. Comme ça, wow! Tu comprends? Puis là, avec lui, quand les sages poètes de la rue est arrivé, c'est encore pire parce qu'eux, ils avaient une autre technique. Tu sais, MC Solar était très poétique. Très poétique. Les mots, c'était des mots... c'est du caviar, c'est des gros mots, c'est recherché. Oui, c'est comme du slam sur musique. Maintenant qu'on connaît le slam, c'est du slam sur musique qu'il faisait. Le sage po qui arrive avec un style plus de la rue et puis tu verbalises l'affaire différemment. Tu es comme, mais c'est encore plus possible encore. Ça se rapproche encore plus du rap américain. Tu comprends? Fait que là, c'est comme, OK, la game a changé. Mais ça, c'est lui qui a amené toute cette vague-là. Ça fait que aussi, nous, ça fait qu'au Québec, les gens ont commencé à penser à rapper en français. Puis moi, je dis toujours que c'est avec Air des Payseurs, notamment Cerveau et tout ça, Spook, What Up Spook, c'est avec ces gens-là que le rap français, bien sûr, vulgaire et tout ça, vulgaire et l'extrémiste, c'est tout le RDP Payseurs. L'énergie rap français du Québec a vraiment pris ébullition parce que là, tu avais, les gens me parlent de l'autre là, bouger dans MRF et tout ça, mais ouais, c'est parce que c'est le premier vidéo qui a été fait. Je pense que c'est... Oui, l'impact. Ouais, c'est ça. C'est un gros impact. Mais nous, moi, je dis toujours, écoute, on ne prenait pas ça au sérieux. Là. C'est comme, what the hell is that? Moi, je dis, c'est comme, non. Si je dis que MC Solar, c'était poétique, mais quand même pas assez street pour nous, ça, c'est une joke, là. Nous, on était comme, yo, il niaise le rap ou quoi? On le questionnait, ça. Moi, j'étais vraiment pas down. Là. Ouais, c'est vrai que quand tu regardes la vidéo, t'es comme, est-ce que c'est de la comédie ou c'est sérieux? Mais il y a des gens, par exemple, qui font partie du vidéo, qui ont fait des choses. Après, bien sûr. Mais il faut dire que. Ce vidéo-là, comme quand tu le regardes, t'es comme, what's going on? Mais parce qu'il était crédible sur la rive sud. OK. Ouais. C'est ça, la vérité. Puis, dans notre temps. Parce que Montréal, on était, New York. Montréal, c'est New York, bro. Partout ailleurs, puis on avait la même attitude. Ouais, mais c'est ça. Tu viens pas de Montréal, t'es dans rien, là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est quoi, ça, Longueuil, Laval? On avait la même attitude que les New Yorkais, même. C'est à Montréal, ça se passe. C'est clair, mais là-bas, c'est pour ça que les gens autour de lui, OK, ils sont devenus quelque chose à un moment donné, parce que lui était supposément crédible là-bas, mais nous... pas d'intérêt pour ce gars-là. Là, tu vois, je veux dire. Maintenant, je suis comme, OK, c'est cute. C'est ça l'affaire, c'est qu'il n'y a pas de médias sociaux. Tu vois ce que je veux dire? Là, aujourd'hui, les gars, ils peuvent sortir de n'importe quel coin dans le fin fond du Québec. Absolument. Ils vont sur YouTube, puis paf, ben oui, il habite. Je ne connaissais pas cette région-là. Absolument. Bon, puis il est fort. Tu vois, je veux dire? Ou il est pas payé. OK. Comment... Là, si tu n'étais pas dans le bassin musical, parce que les gens ne connaissent pas, que peut-être les jeunes ne comprennent pas aussi, c'est qu'il y avait des shows à chaque semaine, n'importe quel jour, c'était malade, il y avait une scène, c'était... Ben, tu vois, si on parle d'entrepreneuriat, ben, il y avait un mouvement et des gens qui se faisaient de l'argent bien comme il faut avec les spectacles parce qu'on avait une faim de voir ça. Là, nous, il y avait tout un milieu underground qui était assez populaire. Et il y avait des magasins, tu te rappelles, Off the Hook, le vrai Off the Hook du temps, puis tous ces magasins-là qui vendaient des vêtements strictement hip-hop. C'est pour ça que je te dis, le style était tellement clair qu'il n'y avait pas de confusion. Fait que si j'ouvre un magasin hip-hop, tout le monde qui aime le hip-hop va aller là. Pas aller à côté, faire du n'importe quoi. Là. Tu vas pas apporter ça, là. C'est du rap ou c'est pas du rap que tu veux? C'est vrai, on les a perdus, ces brands-là. Je ne sais même plus s'il y en a encore. Là. Moi, j'ai vu Kangol qui essaie de faire un comeback, whatever, mais on avait des brands qui étaient vraiment stamp à nous autres. Pélé, Arcanai. Kangol était fort à l'époque aussi. Oui, puis tu sais, après ça, il y avait tous les entrepreneurs qui créaient leur propre ligne. Tu te rappelles, à un moment donné, il y en avait plein, là, des gars d'ici, de Montréal, de Québec, qui avaient leur ligne de vêtements strictement pour la communauté hip-hop. Mais tu vois, c'est ça qui était beau dans le côté, quand on parle de créativité, c'est que Montréal... Dans le bassin qu'on était, puis la mentalité qu'on était, on regardait quelque chose, on était comme « Wow, c'est nice ». Mais on n'était pas impressionnés pour autant. OK, on va le faire aussi à Montréal, puis tout ça. Puis, tu sais, quand on parlait de mode tout à l'heure, je me rappelle, il y a une émission que tu avais faite, OK? Puis tu parlais, puis tu avais dit « Yo, guys, je reviens de New York, là. » Puis c'est vrai que leur tenue vestimentaire, yo, on n'a rien à leur envier.
Puis, quand tu as dit ça, j'ai fait comme, wow! C'est vrai parce qu'à l'époque, nous, on avait notre propre style de Montréal. On avait les casquettes Gap, tu te souviens, avec la languette qui sortait. Tout à fait. Les chandails Tommy qu'on mettait, mais c'était comme l'ensemble. Puis on agençait nos affaires d'une manière, tu savais que c'était des gars Montréal. 100%. Tu savais que c'était des... Tu sais, comme... 100%. Puis c'est tellement fort parce qu'on allait chercher vraiment notre identité. Aujourd'hui, bon, mais écoute, pour aller... excuse-moi de te couper, mais pour aller dans ton sens... Pourquoi je me suis senti capable de dire quelque chose comme ça, c'est parce que nous, on s'est mis à regarder les Français. Puis on voyait bien que les Français n'avaient pas de star, bro. Les Français étaient whack. Tu comprends ce que je veux dire? Côté look. Fait que nous, on était américanisés déjà. Même si on portait notre propre truc, on était déjà... Notre façon de faire, notre swag, notre style était déjà à nous. Parce que eux, ils se battaient pour imiter quelque chose où on n'était pas sûr qu'est-ce qu'ils faisaient. Tu vois ce que je veux dire? Eux étaient trop confused parce qu'ils étaient trop loin. Tu vois, c'est plus difficile pour eux. Donc, moi, j'étais comme, yo, on est déjà là. On a déjà notre truc. On est entre les deux, mais on a déjà un meilleur look. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a à s'inquiéter de ce que font les Américains, vraiment? Exact. Tu sais? Exact. Non, c'est fort. On avait déjà notre identité, on avait notre propre... on avait notre brand. On avait notre propre, c'est juste qu'on ne savait pas. On savait pas. C'est juste qu'on ne savait pas. Puis, tu vois, pour revenir un peu, reconnecter ça avec l'entrepreneuriat, c'est la même chose avec un peu tout, malheureusement. Jusqu'à maintenant, on n'est toujours pas conscient de notre valeur, que ce soit en business, que ce soit en influence. On n'est toujours pas conscient de notre valeur. Et ça, c'est le travail qu'ils nous ont fait. c'est là qu'ils nous ont bien eu. Non, c'est clair. Puis là, tu as la radio, puis tu continues encore à faire la radio. Je parlais dans le passé, mais c'est encore présent. Puis ça fait combien de temps? Ça fait 20 quelques années? Plus que ça, depuis 91. Bon, c'est vrai. Donc, on est dans il y a des gens qui sont nés en 91 qui nous vont nous écouter aussi. Ils vont dire quoi? What are you talking about? Mais non, c'est vrai, ça fait vraiment longtemps. Puis, d'ailleurs, notre caméraman, là. C'est 90 aussi, notre caméraman. C'est ça, là. Oublie ça, là. Chaleur Patrice. Puis, non, c'est ça. Puis, tu continues encore à pousser des affaires. Tout à fait. Puis là, c'est sûr qu'il y a la musique, mais il y a aussi, tu sais, quand tu parlais de valeur tout à l'heure, tu sais, on était vraiment dans le plaisir, on faisait de la musique, puis tout ça. Puis les enjeux politiques n'étaient pas aussi élevés maintenant dans notre priorité. On était jeunes. C'est sûr que notre communauté n'était pas aussi organisée. Malgré qu'il y avait des belles choses qui se passaient à cette époque-là, quand même. Il ne faut pas diminuer. Il y a des bonnes personnes qui étaient là qui étaient en train de faire des affaires. Sauf que la jeunesse était beaucoup moins... On se sentait moins touché par ça. Genre. Oui, mais je te dirais que la raison pour ça, c'est que les choses qui étaient faites nous parlaient pas à nous parce qu'ils venaient pas nous voir, nous. Ils faisaient leur truc. Nous, on était street. Nous, on était heureux d'être dans la rue. On n'était pas dans la rue dans le sens négatif du mot, ou dans le sens péjoratif du mot. On était dans la rue parce que c'est là que la musique était. C'est là qu'on dansait. On était dans la rue, puis on était content d'être là. On sortait, nous, on allait dans la rue. Tu sais, va jouer dehors, là. On le faisait, nous autres. Je veux dire, it was a good thing d'aller jouer dehors dans le temps. Maintenant, bon, ils veulent plus qu'on aille jouer dehors. Mais dans le temps, c'est correct. D'être dans le parc, tu sais. On faisait ça. Donc, mais les gens qui faisaient des choses, tu sais, écoute, on apprend plus tard qu'on a des grands médecins, des professeurs, mais ils étaient où ces gens-là? Tu comprends ce que je veux dire? Une déconnexion. Énorme! Là aussi, la raison pourquoi tout à l'heure, je te disais que j'ai aucun problème à dire mon âge, parce que j'ai jamais dit encore jusqu'à maintenant. On fait un quiz là-dessus. Hein? Exactement. Cette déconnexion-là, je trouve que c'est une de nos plus grosses faiblesses dans notre communauté. C'est la déconnexion entre nos elders, nos aînés qui ont la connaissance, et nos jeunes qui ont besoin de cette connaissance puis qui pensent qu'ils savent tout. Mm-hmm. Là est notre plus grosse faiblesse dans notre communauté, dans nos communautés, pas juste la nôtre, nos communautés. Quand je dis la nôtre, je parle des Haïtiens, pas juste chez les Haïtiens, dans toute la communauté noire. Une de nos plus grosses faiblesses, certains plus que d'autres, c'est le manque de passage d'informations. C'est pour ça qu'une légende comme toi est assise à la chaise que tu es là, parce qu'il faut relayer cette information-là. Merci. C'est tellement un bon point ce que tu viens d'emmener, parce que c'était ça le problème qu'il y avait avec l'ancienne génération, si tu veux. Puis, en même temps, on ne peut pas les en vouloir, parce que nos parents sont arrivés, eux autres, leur mandat, c'était de nous donner une meilleure vie, puis de prendre le premier travail qu'ils avaient, puis tout ça. Je le dis, je le redis, mon père, c'était un chauffeur de taxi, ce qui est une forme d'entrepreneuriat à l'époque.
Ils avaient des enjeux dans la rue, là, eux autres aussi, là, avec l'acceptation des chauffeurs noirs qui arrivaient, puis écoute, ces choses-là. Ça, je trouve ça incroyable que c'est pas le genre de choses qu'on sait. On découvre ça maintenant grâce à l'Internet. Moi, j'ai vu des petits documentaires, je sais pas si tu l'as sûrement vu, où est-ce que les chauffeurs de taxi qui se font agresser ou menacer, puis les madames qui parlent de comment que leur mari... Je suis comme, comment ça se fait qu'on savait pas ça? Et on parle de ton père, là. C'est hier, ça, là. Ouais. Nous, on voyait nos parents rentrer, puis nous, la seule peur qu'on avait, c'était comme, OK, j'ai pas fait mon devoir, me foutre un bâton. Comme si lui, il a passé toute la journée à te foutre un bâton parce que tu n'avais pas fait ton devoir. Tu sais pas qu'est-ce qu'il vient de vivre dans la rue, là. Absolument. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, absolument. C'est des choses qu'on ne parle pas assez. Parce que c'est comme, tu sais, des fois... on va parler de certaines choses dans nos communautés, mais on pense que c'est d'aujourd'hui, puis qu'il n'y a pas de fondation, il n'y a pas des gens qui ont passé par là avant. Puis c'est ce qu'on doit faire. Grosse erreur que nous, on fait ici. Pourquoi moi, j'aimais beaucoup aller à New York, aux États-Unis, parce que l'information était déjà plus available, était déjà plus disponible là-bas. Parce que tu avais des gens qui en parlaient. Déjà dans la musique, dans le temps, c'était ça. Moi, mes premiers professeurs, c'était KRS-One, c'était Rakim. Ça, c'était mes premiers professeurs. J'étais omnibulé par KRS-One parce que lui, il s'appelait le Teacher. Puis dans ses textes, il parlait de toutes gens que j'avais jamais entendu parler avant. Il est la raison pourquoi j'avais été à Dawson. C'est la raison pourquoi j'étais à Dawson parce que dans les écoles francophones, il parlait de personne. Martin Luther King, Malcolm X, ces gens-là, j'entendais ça dans mes raps. KRS-One me parlait de ces gens-là. Mais je sais c'est qui ces gens-là? Pas de façon d'avoir accès à l'information. Donc, je me suis dit, il va falloir que j'apprenne. Encore une fois, étant étudiant, voulant savoir, je me suis dit, OK, il va falloir que j'aille dans une école anglophone. Pas de choix. Puis quand j'étais à Dawson, mon cher, on dirait que je suis rentré à Different World, là. Tu vois, je me rappelais de Different World. C'est comme si j'arrivais là, Puis déjà, Dawson, c'est incroyable, là, parce que tu passais dans le métro, puis tu restais dans le métro, puis tu sortais jamais, là. Tu parles de Dawson. Je vais revenir au fait de relayer l'information. Mais tu vois, j'ai habité à La Salle 2 ans, je pense. Puis c'est comme si j'habitais dans une autre province. Incroyable. C'est comme l'ouest de la ville. Incroyable. Moi, j'avais l'impression que l'ouest de la ville savait quelque chose que l'est ne comprend pas ou connaît pas. Absolument. C'est comme un autre univers. Mais c'est normal. Maintenant, en tant qu'adulte, tu le sais. Mais dans le temps, c'est comme what? C'est comme si tu passais dans un vacuum. Une fois que tu arrivais à passer Saint-Laurent, what just happened? C'est incroyable. Puis c'était beaucoup plus évident dans le temps. Ça l'est un petit peu moins maintenant, mais ça l'est encore. Les gens qui sont dans l'Est, qui n'ont jamais... Bro, oublie, là. Mais c'est normal, parce que ça va avec l'affaire de la guerre de la langue. Ça va avec tout ce que eux autres cherchent à défendre, versus qu'est-ce qu'ils veulent exclure. Tu comprends ce que je veux dire? Et comme je te disais, tous les livres, toute l'information existait en anglais. Mais qui va faire la traduction? Et pourquoi il ferait la traduction? Exactement. Pourquoi on va se donner ce mal de tête là? Pourquoi? Pour que tu saches qui tu es, d'où tu viens? Non, je veux que tu t'intègres. Puis moi, je veux dire ça, puis de nos jours, tu sais, avant, j'étais comme... c'est comme les gens qui veulent pas dire noir, blanc. Ils ont la misère avec ça. Moi, je dis carré. Noir, blanc, OK? Il y a des noirs, il y a des blancs, OK? L'intégration, pour moi, c'était la pire chose qui nous est arrivée à nous, notre génération. La pire chose. Je veux dire, pourquoi? On est les seuls qui ont besoin de s'intégrer. Intègre-toi. Qui s'intègre d'autre à part nous? Bro, je veux dire, une des plus belles claques que j'ai reçues, j'ai une belle claque, mais bon, on se comprend, que j'ai reçue, c'est avec mon fils. Je me rends à la garderie, je suis là avec mon fils. Je rentre à la garderie, tout le monde qui rentre après moi parle une autre langue. Latino, arabe, asiatique. Tout le monde rentre dans la garderie, parle une autre langue. Qui parle français? Moi et mon fils. Je suis comme, wait a minute, qu'est-ce qui se passe? Un autre haïtien rentre, qui parle français? Lui. On est les seuls qui parlent français. Je suis comme, OK. Toutes les autres communautés n'ont pas de problème de parler leur langue en famille, en public. Nous, il faut que tu parles français. J'ai appris le créole avec ma grand-mère. Et la majorité des gens de mon âge à qui je parle vont me dire la même chose. Pourquoi?
intégration. Il faut que tu t'intègres. Ils t'ont dit à l'école, ils disaient aux parents, il ne faut pas qu'ils parlent anglais, là. Il ne faut pas qu'ils parlent créole, parce qu'il faut qu'ils apprennent le français. Attends, toutes les autres, eux, ils parlent leur langue. Puis quand tu as travaillé dans les call centers, bro, qu'est-ce qui arrive? Tu parles à la madame, attends, passez mon fils. Oui, finis-toi. Et le fils, il parle la langue. OK, maman, elle a dit blablabla, il revient, oui. Donc, ma mère a dit, il n'y a pas de problème, lui. Pourquoi nous, on a un problème? Ouais. Ils nous ont tapé sur la tête avec l'intégration, qui fait que ça a créé toute cette division dans notre communauté. Ça a créé que toi puis moi, on ne s'assoit pas ensemble, on ne peut pas faire de la business ensemble parce qu'il faut que je m'intègre à l'autre. Mais tu vois, c'est ça le mot que tu as dit, business. Puis, tu sais, dans le sens que ce qui arrive, c'est que il y a certaines communautés qui arrivent ici, ils sont déjà aisés financièrement, on va dire ça comme ça, OK? Certains, mais pas tous. Mais il y en a quand même comme... Tu sais, tu en as nommé certains, là. Mm-hmm. Je sais qu'ils arrivent et ils sont capables de bâtir leur propre business, ils sont capables de faire leurs propres affaires. Mm-hmm. Ils dépendent un peu moins... Écoute, moi, je vois ce que tu veux dire, mais moi, je te dirais que parce qu'ils ont gardé leur réseau. Ils ont gardé leur réseau. Mais c'est ça. À cause qu'ils ont gardé leur réseau, ils s'autofinancent. J'ouvre mon magasin, tu vas venir à mon magasin. Pourquoi tu vas aller chez l'autre? Parce que je parle ta langue. On parle français. Pourquoi je vais venir te voir? Oh, damn, je vais aller voir lui aussi. Mais c'est ça. Quoi la différence? C'est ça mon point, c'est que il faut qu'on soit... Tu as raison avec l'intégration à 150%, mais il faut que nous autres aussi, on fasse en sorte que nous autres, on fasse nos rôles. Absolument. Ça pourrait être un autre débat. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est la claque. Ouais, c'est la claque. Puis c'est vrai que gros grand monde, là. C'est vrai qu'on ne nous a pas donné la chance de pouvoir faire nos affaires. C'est comme, il faut que tu parles français, tu parles français, tu parles français. Mais c'est normal. Et puis en plus, nous on l'a pris comme, OK, il n'y a pas de problème. Of course. On est là, puis... Of course. Parce que, écoute, on ne savait rien d'autre. Ouais. Tu comprends? Ouais. On n'avait personne pour nous dire, mais non, c'est pas nécessaire, là. On ne savait pas. Puis, tu sais comment c'est divisé pour mieux régner. Fait que nous, les Haïtiens sont un bord, les Jamaïcains sont dans un autre. Tu vois, moi, je dis, les Africains sont là-bas, puis personne ne se parle, personne n'est down avec personne. On a tous des conflits. On se battait, tu te rappelles? On se battait avec eux, là. Ouais. On se battait, là, on se déplaçait pour aller se battre, pour aller trouver les gars. Oh, les gars sont là-bas. Pourquoi? Je sais même pas. Tu vois, même pas pourquoi. On était à Dawson, moi je me rappelle tellement, comme je te dis, j'arrive à Dawson, different world, je suis heureux d'être là, c'est comme wow, les yeux grands ouverts, yo, what's good. Moi, étant déjà conscient de qui je suis, dû à tout ce que je t'ai dit auparavant, parce que j'arrivais à Dawson quand même tard dans ma vie à moi, tu vois, parce que je suis arrivé à Dawson, j'avais déjà 18, je pense. Ouais. J'étais déjà grand monde, là, disons, dans ma tête. Fait que j'avais déjà, je rappelle, j'étais déjà une star dans ma tête à moi. Tu vois? Fait que moi, j'arrive là avec l'ego, j'arrive là avec I know the hell I am. La seule raison pourquoi je viens ici, c'est pour perfectionner mon anglais. C'est pour ça que je suis là. Ça, c'est ça dans ma tête, là. Je ne vais pas apprendre quoi que ce soit, I don't really care. Je m'en fous, je veux apprendre l'anglais. C'est pour ça que je suis là. Fait que je vais prendre des cours parce que je n'ai pas le choix, mais la vérité, c'est que je veux communiquer avec les gens, puis je veux être sûr que mon anglais est bon. Parce que mon anglais, je l'ai appris moi-même, je suis autodidacte. Fait que tu as toujours un doute. C'est pour ça que je te dis mon frère était fort, parce que lui, il n'avait pas ce problème-là. Moi, j'avais ça. Étant donné que je suis autodidacte, tu doutes toujours de est-ce que c'est bien prononcé? Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je l'ai appris en regardant Cosby Show. Là. Big shout out Cosby Show. I don't care what you say. Fait, donc, c'est pour ça que je te parle de different. C'est là que j'ai appris mon anglais. Tu comprends? Donc, puis après ça, back and forth à New York, mais bon. Écoutant la radio. Fait que moi, j'attends Dawson pour ça. Fait que moi, j'arrive là avec mon ego, j'arrive là comme, yo, moi, je suis une star dans l'Est, so I don't know what you're saying. Puis là, je commence à voir, OK, vous avez un conflit avec les Haïtiens? Hein? OK, les Haïtiens ici se cachent? Hein? OK, les gens... Je comprenais pas. Cette histoire-là, ça marche je pas. ne comprenais rien, bro. Je comme, vous vous cachez de quoi? Oh, je suis haïtien. Hein? T'es fou, toi, je suis haïtien. Et puis quoi? Puis je venais de Rivière, bro. Depuis quand on a peur de qui que ce soit, nous, à Rivière, t'es malade. Je viens de Rivière, j'ai Tanguy Bourassa. Ça marche pas. Y a pas plus, pour moi, dans ma tête, il n'y a pas plus gangster que moi. Tu vas me dire quoi, toi? Fait que moi, j'étais sur les gens comme, yo, what? Je suis haïtien, puis quoi? Tu comprends? Il y a eu des conflits, là, des histoires. Puis je suis comme, vous êtes sérieux, là? Vous allez faire des conflits pour quoi, là? Avec qui? Avec mes gars? Avec les Haïtiens? T'es fou, je vais appeler mes gars, vous allez faire quoi? Moi, c'est comme ça. Tu sais, les gens n'avaient pas de conflit avec moi parce que je suis
tu sais, quand tu sais qui tu es, quand tu viens avec ta self-esteem. Ouais. Tu dégages la confiance en toi et tout. Puis... Et t'es pas arrogant, t'es gentil. Moi, je suis gentil, je suis cool. Tu laisses présager aussi, OK, I ain't nothing to fuck with. En même temps, tu comprends ce que écoute, je suis avec mon attitude de rappeur, là, je suis un rappeur, moi. C'est ça. Puis tu sais, c'est des choses comme ça, pour revenir à ce que tu disais par rapport à, il faut passer le message, il faut le dire, puis tout ça. Puis, tu sais, je sais aussi que tu es impliqué auprès des jeunes. Absolument. Et là, maintenant, tu es en train de... je pense que tu as toujours été généreux de ce que tu as toujours eu, mais là, je pense que tu fais quoi exactement auprès des jeunes? Pendant 12 ans, j'étais intervenant jeunesse. J'ai fait l'intervention jeunesse pendant 12 ans. Tu m'as montré une photo tout à l'heure de gars que tu as rencontrés dernièrement. Là. C'est une série, j'ai oublié. Je sais quoi la série encore. C'est le bonhomme, c'est Mr. T qui fait la voix. Puis là, l'alarme, quand elle sort, remonte. C'est ce qui est arrivé. Moi, remonte. J'avais tête. Je capotais, bro. Ouais. J'ai connu les gars, ils avaient 13, 14 ans. Là, ils ont 31 ans. Mais les autres, ils étaient comme... C'est des jeunes à la maison de jeunes où je travaillais. OK. Tu comprends? Puis eux, ils étaient comme, ton impact était important. Ils me racontaient ça. J'étais comme, bro. Aujourd'hui, ils ont 30 ans. J'ai dû m'asseoir. J'ai attendu. Ouaglou. Oh, mais tu sais, c'est ça. Fait pendant, comme je dis, j'ai fait 12 ans là, comme intervenant jeunesse. Maintenant, je travaille pour un organisme qui s'appelle le Chora, qui est un organisme qui a les nouveaux arrivants. C'est comme le next level pour moi. C'est comme si, tu sais, une chose que j'ai remarqué aussi, c'est que quand tu travailles avec les jeunes... Le Chora, t'as dit? Oui, c'est CHORRA. Centre humanitaire, organisme référence, bye. Chora. Donc, mais c'est nouveau, c'est pour ça que je ne suis pas encore très fort dans l'acronyme. Enfin, ça n'a même pas encore un an. Parce qu'en fait, j'ai dû quitter le centre jeunesse à cause de la COVID. Oh, c'est ça qui a arrêté le... Bien sûr, parce que je travaille avec les jeunes. Ah. Quand ils ont fermé tout, plus de sport, plus de rien. Ils commencent à faire des zooms, là, bro. Ils m'ont dit, tiens, veux-tu? J'ai dit, OK, just give me my money. Ils m'ont donné un savage package. J'étais trop content. I was out. J'ai chillé pendant quelques temps. Puis après ça, quand on a commencé à être parti, j'ai dit, il faudrait que je retourne travailler. Donc, c'est ça. Là, comme je te disais pour le nouvel organisme, là, on travaille. Je me suis rendu compte que quand tu travailles avec les jeunes, c'est quand tu rencontres les parents, tu comprends ton jeune. Peu importe ce qui arrive avec ton jeune, c'est quand tu rencontres le parent. Tu dis, ah bon, that's why. Tu comprends ce que je veux dire? Que certaines attitudes, that's why. Peu importe. Là, puis tu sais, moi, comme je dis, à cause du rap, peut-être à cause du rap, à cause aussi peut-être comment Dieu m'a fait, je vois les gens. I see you. Je vois à travers toi, je vois ton aura, I see all of that. Ça me prend pas beaucoup de temps. Fait que là, quand je vois les jeunes, je suis comme, quelque chose est off, il y a quelque chose qui marche pas. Je rencontre les parents, je dis, OK, c'est là la source. Oh boy. Fait que là, nous, où je travaillais avant, je travaillais pour le YMCA, puis je travaillais dans une zone jeunesse. On travaillait juste avec les kids, on ne travaillait pas avec les parents. On parlait un peu, tu sais, mais c'est vraiment avec les jeunes. Là, c'est plus avec les familles et avec les jeunes, mais surtout les familles. Fait que là, on travaille avec les familles pour les aider. On est comme entre la DPJ puis l'école. Tu vois ce que je veux dire? C'est bon, ça. Oui, absolument. Fait que c'était comme l'étape suivante. Tu vois, c'est un organisme comme ça demande à être connu parce que justement, dans ce qu'on parlait tout à l'heure, ça va encore dans l'idée de préparer les personnes quand ils arrivent ici au lieu de les laisser. Ça, tout à fait. C'est bon, tout à fait. C'est pour ça que je te dis, c'est vraiment... mais tu sais, c'est une petite équipe, c'est vraiment... Il faut commencer quelque part. Oui, ils sont là depuis longtemps, mais nous, cette nouvelle façon-là de faire les choses, c'est là depuis 2-3 ans, depuis la COVID. Nice. C'est le fun à faire. Puis ça, c'est dans le ça en joue. Oui, ça en joue. Ouais. Okay, maintenant, Anjou est chaud, donc oui, on a besoin d'être là. Bro, incroyable. Ouais, ça, c'est un autre débat. Un autre débat pour un autre jour. C'est quoi les projets futurs là, pour Dice, là? Écoute, moi, je suis encore dans la musique, parce que je dis... je sais, on n'en a pas parlé, mais tu es actif encore. Là. Ah oui, j'ai sorti 2 albums dernièrement, back-to-back. Parce que, tu sais, j'ai toujours dit, tu peux pas enseigner si tu le fais pas toi-même, là.
Tu vois, je veux dire, je peux pas parler d'indépendance, je peux pas parler de le faire toi-même si je le fais pas, là. Fait que moi, je continue à le faire. Et aussi, c'est moi. I'm hip-hop to the bone. Je vais mourir hip-hop, I don't care. Tu vois, moi, je veux dire, donc, malgré toutes les difficultés financières que ça apporte, parce que, vu qu'on parle de business ici, tu vois, puis de nos jours, c'est pire, là. Tu vois pas d'argent. Tu te rappelles dans le temps, tu vendais un CD, le cash venait immédiatement dans tes poches. Hein? Yo, tu te rappelles, je sais pas si tu es au courant, mais des gens comme DJ Clue, DJ Drama, les gars ont acheté des maisons, sont millionnaires à vendre des CD dans leur trunk. Wow. Bro, à ouvrir ton coffre, slang des CD comme si... Tu comprends, je veux dire? Yo, les gars ont fait des milliers de dollars jusqu'à millions, acheter des maisons jusqu'à ce qu'ils se fassent arrêter par la police parce que c'est illégal. Hein? Non, il faut qu'ils viennent prendre leur argent, c'est ça qu'ils veulent dire. C'est taxe. Oui. Comment tu vas la faire sans me donner ma cote? C'est quoi ça? C'est nous les pimps. Yo, tu sais, tu te prends là? Donne-moi ma cote, le gros. Fait que, ils sont fait de cote puis ils ont eu des problèmes. Ils ont perdu beaucoup d'argent comme ça. Ils ont même été en prison. Mais, tu sais, ça, c'était comme ça. Maintenant, tu sais que c'est 0,001% pour ce que tu reçois sur Spotify. Il n'y a pas d'argent, là. Il n'y a pas d'argent. Écoute, quand les Justin Bieber et ces gens-là se plaignent, on sait qu'on a un problème. Quand eux-mêmes, ils se plaignent que, on perd de l'argent, on a un problème. Fait qu'imagine nous. Tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est vraiment... Au Québec, c'est les subventions qui nourrissent les gens. Fait que si t'es pas capable d'avoir une subvention, si t'es pas capable... Oublie ça, là. C'est que dans le fond, on continue la musique, parce qu'on la radio, ben oui. Ça, c'est ça. Puis tu vois, le fait que tu travailles, tu es resté dans la musique, tu as travaillé avec des jeunes, tu as gardé des jeunes aussi. Oui, 100%. Parce que tu vois, moi, j'ai coaché au football, pour chercher mes mots. Et puis, justement, travailler avec les jeunes, ça me gardait jeune, ça me gardait actif et tout. Écoute, je pense que, comme je dis dans chaque émission, je pense que on avait vraiment une légende devant nous, puis on aurait pu parler encore pendant des heures et tout. Il y a plein de choses qu'on n'a pas touchées. Oui, il y a plein de choses qu'on n'a pas touchées. Tu pourras revenir à une autre émission pour revenir après. Puis, écoute, j'aime l'énergie que tu as. Continue à l'avoir. Puis, tu sais, il y a des gens qui m'ont dit, tu les as influencés à venir à la radio, à être à la radio et tout. Et tu sais, juste une anecdote rapide. À un moment donné, j'emmène mon fils à la piscine. Puis il y a un gars qui me voit et dit « Ah, salut, salut. » Tu sais, bon, au début, t'es pas sûr. Tu sais, des fois, ils sont pas sûrs si je suis approchable ou pas, which I don't understand, mais whatever. Puis là, on parle. Puis il me dit « Yo, j'ai parti une business, là, c'est à cause de toi. » Hein, comment ça? Il dit « J'étais venu à la radio, puis je t'ai parlé d'une affaire. Tu m'as dit « Yo, tu devrais faire ça. » C'est resté avec moi, je l'ai fait. Maintenant, j'ai ma business. I was like, oh, that's what's up. J'étais très content. C'est ça. Tu sais, des fois, tu vas dire quelque chose à quelqu'un, toi, tu as passé à autre chose, puis cette personne-là, ça vient de changer sa vie. Tout à fait. C'est ce que les gens y font. Tout à fait. Puis ça, c'était comme une marque de quelque chose qui m'a dit, OK, I'm doing something. Tu vois, je disais, parce que je ne sais pas quand tu le fais, right? Tu le fais, c'est comment tout. Que c'est. Le monde ne va pas t'envoyer des fleurs. C'est vrai. Pas tout le temps, c'est vrai. C'est quand malheureusement, il arrive quelque chose, là, tout d'un coup, tout le monde, oh yeah, he was great, he was doing this. Mais pourquoi on est obligé d'attendre? Puis, on a besoin que des monuments partagent certaines choses pour qu'on soit capable de montrer qu'il y a eu une évolution depuis, là, puis qu'il y a des choses qui se sont passées. Puis, on peut parler de mauvaises choses par rapport à notre communauté, mais il y a des bonnes choses aussi qui ont été faites. C'est très vrai. Ça aussi, il faut le souligner. C'est très vrai. C'est pas parfait. On est en train de faire... On fait avec ce qu'on a, puis on avance, puis on continue, man. Mais on bâtit tous sur l'épaule de l'autre, idéalement. On parlait de ça tout à l'heure, hors onde. Comme toi-même, je te salue, puis je suis tellement content et fier de te voir, parce que comme je te dis, comme on a dit tantôt, je te connaissais quand tu étais petit. Maintenant, voir tout ce que tu as accompli, maintenant tu as ta propre business et tout ça, c'est incroyable. Et c'est génial. D'ailleurs, j'ai besoin que tu viennes à la radio pour en parler à un moment donné. C'est génial parce que ça inspire, ça. On est rendu là. On est rendu là. On doit montrer aux jeunes, regarde, t'es là en ce moment, fais ce que t'aimes, c'est bien, mais apprends de ce que t'aimes pour devenir quelque chose plus tard. Tu comprends? Puis chaque pierre t'aide à bâtir quelque chose, parce qu'on disait hors onde, je suis sûr que le hustle, ou comment on dit ça en français, le travail que rapper t'a demandé de faire,
t'a permis de devenir quelqu'un aujourd'hui, de devenir l'homme que tu es. Parce que comme on disait tout à l'heure, là, tu nous fais rappeler de certaines choses parce que le rap, ce que tu vends, c'est de la créativité. Puis c'est une des choses les plus dures à vendre parce que c'est une vision que tu vends. Donc, c'est pas quelque chose... Tu sais, il y a des visions qui vont éclater puis tout le monde va rentrer dedans, mais il y en a d'autres, ça prend du temps. Puis là, tout d'un coup, oh, c'est ça qu'il voulait dire. Comme on va parler du troisième... Plein de choses comme ça. Là, Absolument. Fait que non. Je suis vraiment content de t'avoir eu. Puis oui, effectivement, définitivement. Juste dire aux parents qui écoutent en ce moment, quand votre enfant veut venir avec quelque chose de créatif, supportez-le parce que vous savez jamais quelle fenêtre ça va ouvrir dans son esprit. Même si ça, en ce moment, c'est pas ça qu'il va finir par faire plus tard. Amen. Par exemple, The Odds, Big Shout à The Odds, qui est le gars qui était dans mon groupe, Cab Burglars. En ce moment, il fait des films, il fait des vidéos, il fait beaucoup de publicité. Il fait surtout la publicité. Il est très corporate en ce moment. Il paye sa vie avec ça. Il a une maison, il conduit une belle voiture. En tout cas, non, mais il fait sa vie grâce à ça. Mais c'est toutes des choses qu'il a appris lui-même, autodidacte, à cause qu'on avait besoin de le faire pour le groupe. Ça lui a permis, ça lui a permis de devenir l'homme qu'il est maintenant. Ouais. Grâce à ça, si ce n'était pas de ça, il ne serait pas là maintenant. Donc, je pense que c'est important de comprendre ça. Ça a ouvert une autre porte, une autre avenue pour lui, parce qu'il n'était pas quelqu'un qui était bon à l'école. Il était intelligent, mais des fois, tu es trop intelligent pour l'école. L'école a besoin que tu restes à un niveau. Ça, c'est un autre débat encore, parce que c'est un moule. C'est pas tout le monde qui fit, puis il y a beaucoup plus de personnes qui ne fit pas dans ce moule-là. Tout à fait. Puis je vous dirais rapidement comme ça, là, une autre chose que j'ai appris plus tard aussi dans la vie, tu vas à l'école tout ce temps-là parce que tes parents doivent travailler. C'est ça la vérité. Moi, là, quand je me suis retrouvé à Marianne, j'étais à Marianne à un moment donné, une école pour adultes, l'année complète se faisait en moins de 6 mois. J'étais comme, mais alors pourquoi je fais... Parce qu'encore, on réfléchit, nous. Tu comprends? On est libre d'esprit. Je suis comme, mais pourquoi d'abord je suis obligé d'aller à l'école aussi longtemps pour passer mon année? Puis après ça, en réfléchissant, je dis, mais c'est normal. Si j'ai 13 ans, 12 ans, qui va rester avec moi à la maison? Les parents doivent travailler. C'est pour ça. C'est juste ça la vraie raison, honnêtement. Tu pourrais faire l'école beaucoup plus rapidement si ce n'était pas parce que nous, on doit travailler. Malade. Gros point. Fax! Merci beaucoup, Dice. Merci de m'avoir eu. Il faudrait qu'on parle de quelque chose d'autre la prochaine fois. Puis on continue là-dessus. Yes, sir. Si je pouvais tourner la caméra, man. Patrice. Non, parce que, comme je t'ai dit hier, j'ai eu En d'autres mots, il veut dire qu'on est plate, bro. Non.